Bonsoir, mesdames, messieurs. Vraiment, on est très très heureux de vous accueillir. Alors là, c'est la formule consacrée, aussi nombreux ce soir, mais c'est une réalité. Donc effectivement, je pense que vous venez peut-être pas pour nos beaux yeux à nous, mais pour les conférenciers de très haut niveau qui ont bien voulu accepter de venir. Alors au nom de Dominique Gros, maire de Metz, nous vous souhaitons la bienvenue, Madame Valérie Cabane et Monsieur Hans Zurcher, et puis notre collègue Messine qui a bien voulu faire la modératrice, Anne Carbonel, pardon. Et puis voilà, donc cette soirée sera consacrée à la défense de la nature. Ici à Metz, je vous fais pas un dessin, on est quand même, malgré la contestation qui a eu lieu tout à l'heure dans les rues, on est quand même très attentif à ce qui se passe et on essaye de faire en sorte que la biodiversité soit préservée. Ici, nous avons les collègues, donc Marilyn Molinet, qui est déléguée à la biodiversité, René Darbois, qui est adjoint chargé du développement durable, et puis le monsieur qui filme, c'est notre collègue Guy Cambianica, également adjoint et qui est chargé de beaucoup de choses, de la mobilité active, entre autres. Je vous dis pas qu'il est chargé des parkings parce que ça va être une émeute. Donc voilà. Donc merci à vous. Donc cette soirée, nous l'avons réalisée en commun puisque c'est une proposition. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc de la part de l'association La Voix des Arbres, donc avec Benoît Hartenstein que j'ai rencontré donc en tant que présidente de l'Institut européen d'écologie et qui nous a suggéré donc de faire un peu une rencontre entre ces deux personnes, regards croisés, et effectivement nous avons trouvé que c'était une excellente idée, voilà. Donc Benoît et puis Madame Rollin, pardon, qui est responsable d'une association, qui est partie prenante également, qui s'appelle le collectif des forêts du pays messin. Donc voilà, nous avons pensé que aujourd'hui il y a quand même un intérêt, il y a les clignotants rouges qui s'allument un peu partout sur la planète, on se sent concerné, on sait peut-être pas forcément ce qu'il y a à faire, donc plus on aura ce genre de discussion entre nous, et bien plus peut-être chacun d'entre nous pourra agir selon ses possibilités, selon sa conscience. Donc moi je ne vais pas parler beaucoup plus, on est là pour écouter nos intervenants, mais bien sûr, Benoît, à toi pour le mot de bienvenue de notre collectif. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Je vais être très bref, effectivement, l'intérêt, c'est d'écouter nos invités. Juste en un mot, si vous voulez, notre association La Voix de l'Arbre, elle souhaite diffuser à son niveau et participer au plus possible aux diffusions de connaissances sur l'arbre, parce qu'effectivement, mieux on sera informé, mieux on pourra réfléchir et agir, avec beaucoup de points d'interrogation. Ce qu'on souhaite également, vous voyez, comme ce soir, c'est permettre au micro de circuler, parce que nous sommes tous chacun une voix de l'arbre. Ce qui est très intéressant, à chaque fois qu'on fait une réunion, on passe le micro, nous sommes des stimuli, mais l'objectif, c'est que ce soit interactif, avec des personnes comme Valérie et Ernst, qui peuvent être les personnes qui nous ressentent sur la bonne précision de la question. Et ensemble, si vous voulez, on peut tous s'éclairer et être chacun la voix de l'arbre. Et je pense que vraiment, toutes les manifestations qu'on fait le démontrent, vous avez tous des choses à dire, et surtout, je dirais, dans le respect de chacun. Les activistes, entre guillemets, qui étaient dehors, j'ai été les saluer, je les ai invités à venir. Ils ne sont pas venus, c'est vraiment dommage, parce qu'ils sont là, prenez la parole, dans le respect, nous sommes dans le lieu de décision municipale où on a tous notre mot à dire, et c'est comme l'a dit justement, on fait chacun ce qu'on peut à notre niveau, en étant chacun une voix de l'arbre. Merci. Alors bonsoir à tous. Alors donc je fais partie, je représente une association, d'une dizaine d'associations qui se sont regroupées au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif Forêt Val de Metz. Donc l'objectif de ce collectif, c'est de de créer un dialogue avec les élus pour attirer leur attention sur les modes de gestion de la forêt, en particulier du Val de Metz, puisque ces associations sont pour la plupart basées à Ancy-sur-Moselle et aux alentours. Donc
plus particulièrement, on parlait d'activistes tout à l'heure, donc il y a un certain nombre des membres de notre collectif qui étaient présents devant la mairie tout à l'heure pour attirer l'attention sur les projets d'usines à biomasse qui sont effectivement représentent un danger pour la forêt, et donc on souhaite au niveau du collectif maintenir le dialogue avec les élus, les alerter pour maintenir une vigilance sur le mode de gestion des forêts pour pas qu'elles soient décimées par des projets qui pourraient donc nuire à la forêt. Voilà, en quelques mots, ce que nous faisons au niveau de ce collectif, que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Merci, et j'ai oublié de dire qu'en fin de compte, je représentais l'Institut européen d'écologie, puisque je suis présidente de l'Institut européen d'écologie, donc nous avons co-organisé ça avec, c'est pas la mairie qui organise, c'est l'Institut européen d'écologie. 2 mots, juste pour vous dire que donc Jean-Marie Pelt, Jean-Marie Roche et Roger Klein ont eu cette idée un peu de génie, et un peu les pionniers, de construire l'Institut européen d'écologie au Récollet, pour ceux qui connaissent, donc en 1971. Donc ici, on a parlé d'écologie bien avant l'heure. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est dans notre ADN, mais on n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on voudrait au sein de la municipalité. Mais voilà, ça c'est une autre affaire. En tout cas, merci Anne de lancer le débat, et puis merci encore à vous pour cette superbe soirée qui va sans doute être très très riche. Merci. Merci. Pendant que vous rejoignez vos places, je vais présenter très rapidement les conférenciers, Ernst Zürcher et Valérie Cabane. Valérie Cabane est juriste en droit international. Elle est auteure de plusieurs articles et ouvrages, et elle œuvre pour la reconnaissance du droit, dans le droit international, du crime d'écocide. Ce crime qui revient à détruire, pour reprendre ses propos, notre maison, l'unique que nous ayons, la Terre. Elle a écrit, entre autres, un nouveau droit pour la Terre, en finir avec le crime écocide, et Homo Natura, son dernier ouvrage dont elle nous parlera, qui permet de reconnaître un droit aux écosystèmes que peuvent être des territoires, des fleuves, des forêts. Ernst Zürcher, vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en école polytechnique en Suisse, à Zurich et à Lausanne. Ernst, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont notamment Les arbres entre visible et invisible. Et Ernst travaille plus particulièrement sur la chronobiologie, c'est-à-dire les structures temporelles des arbres. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent. Avant de vous passer la parole, j'indique aux participants comment va se dérouler cette soirée que nous avons voulu participative, comme Marianne Isler-Béguin nous y a invités. Les arbres fonctionnent en intelligence collective. Et nous allons essayer, après avoir eu la chance de vous écouter, Valérie et Ernst, nous vous proposons un temps d'intelligence collective. Alors, dans un premier temps, c'est une approche globale qui va être proposée par Ernst et Valérie en dialogue croisé. Une approche globale de la forêt au niveau planétaire. Son rôle, sa fonction. Et les approches hydrologiques et climatologiques seront complétées par Valérie d'une approche philosophique et juridique. Dans un deuxième temps, nous irons vers des exemples concrets pour voir ce que mettent en place des hommes, des femmes qui souhaitent se mobiliser pour veiller à notre mère, la Terre, et en prendre soin. Donc des exemples locaux de modalités de gestion respectueuses et comment il est possible d'organiser une gouvernance des écosystèmes pour leur reconnaître ce droit d'ester en justice, tels des personnes morales. Voilà, donc après le temps de vos questions et des réponses que Valérie et Ernst pourront y apporter, nous vous proposerons, pour ceux qui ont des impératifs, eh bien de peut-être laisser vos coordonnées sur des feuilles que l'Institut européen d'écologie, dont Charlotte, ici présente, et sa collègue pourront recueillir vos coordonnées si vous souhaitez être tenu informé des suites, soit du collectif Forêt, soit de l'Institut européen de l'écologie, soit de la Voix de l'Arbre, puisque vous avez de quoi vous documenter sur ces 3 acteurs qui organisent la soirée.
Donc il y aura un temps d'intelligence collective ensuite où nous nous mettrons, pour ceux qui restent, en cercle et poserons les bases de manière à tisser ce réseau écosystémique entre nous, entre les acteurs qui ont envie d'agir pour localement être des gardiens de la nature, de notre mère terrestre. Bonne soirée, et je passe la parole à Ernst, donc qui va commencer en s'appuyant sur un diaporama, et Valérie pourra intervenir également. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Chers chercheurs d'harmonie, chers amis des arbres, c'est toujours agréable d'être entre personnes qui s'intéressent vraiment profondément à l'essentiel. Et c'est un plaisir aussi d'être ici à parler dans un endroit aussi prestigieux. Cette pièce, mais ce qu'on voit au-delà, c'est cette expression de l'histoire extrêmement ancienne qui regarde par la fenêtre et dont on pourrait beaucoup plus se laisser inspirer. C'est ce qui a aussi donné substance à une partie de mon livre, c'est de se laisser inspirer par d'anciennes traditions, d'anciens savoirs, et d'arrêter pour une fois de les considérer comme des superstitions et de les prendre au sérieux et de passer ces hypothèses de travail dans la méthodologie scientifique et de voir ce que ça donne, et ça donne des merveilles. Vous avez des savoirs très anciens qui sont extrêmement riches et qui nous permettent en fait d'aller plus loin, qui nous permettront de traverser les difficultés auxquelles on est confronté maintenant. Ça m'amène tout de suite à la deuxième image. C'est l'arbre sacré d'Amazonie, le Samauma, Ceiba. C'est un capoquier, c'est le silk tree, le silk cotton tree, l'arbre à coton de soie. Les Indiens d'Amazonie considèrent cet arbre comme étant la mère de la forêt. Il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs, mais c'est leur arbre cosmique. Et c'est intéressant de comprendre que ces peuples qui ont vécu dans ces forêts, qui vivent encore dans ces forêts depuis la nuit des temps, malgré les conditions les plus difficiles, je vous suggère de passer une seule nuit avec ce qu'on sait, nous, de la forêt, dans une forêt amazonienne. Ça sera assez difficile. Mais eux, ils sont depuis des millénaires, ont trouvé des modes de collaboration avec la nature, se laisser nourrir par la nature, mais aussi interagir avec la nature en parfaite harmonie. Et ce qui surmonte le tout, c'est un arbre sacré. Donc ça, déjà, ça peut nous interpeller, le Samauma. Et lorsqu'on s'approche de cet arbre, la surprise devient un émerveillement, un étonnement, un choc. Je propose la première vue, la deuxième vue. Voilà, ça c'est l'arbre tel que vous allez le trouver en forêt. On n'en voit que le tronc. On voit ici les contreforts. C'est un être énorme. Et sur ces contreforts, vous voyez les enfants qui essayent de grimper, qui jouent. Et voilà un peu ce que la forêt est capable de nous montrer dans ce qu'elle a de plus fort. Voilà, ça c'est une première dimension, c'est le respect face à la nature qui nous permet de vivre en harmonie avec la nature, qui nous permet d'avoir cette humilité, et d'avoir la manière de regarder la nature et de penser la nature qui est vraiment en adéquation avec ce que la nature est, ce que la nature porte en elle et comment la nature fonctionne, comment elle pense. On parle de l'intelligence des arbres. Il y a une forme de pensée dans la nature. Et là, eux sont là pour nous dire que ça marche. Voilà, on va passer du monde amazonien au monde occidental ou bien au monde moderne tel qu'il a transformé la nature dans son état actuel. C'est un état des lieux qui a été publié en 2008 dans The New Scientist et ça forme la trame du roman de Dan Brown, Inferno. Le titre du roman est déjà un message de ce qui nous y attend. Et c'est une trame scientifique. Pour la première fois, cette publication a montré toutes les tendances qu'on connaît depuis très longtemps, moyennement et récemment. Et ces tendances sont représentées. Elles représentent la température, l'augmentation de la température de l'hémisphère nord, l'augmentation de la population du monde, la concentration de CO2, donc l'effet de serre, qu'on connaît déjà depuis très très longtemps, produit intérieur brut, perte de forêt tropicale. Alors ces premières courbes commencent ici
et on voit qu'elles sont en train de prendre l'ascenseur, et ça s'arrête en 2000. Ensuite sont venues des courbes dont on a des documents, des dates qui sont venues plus tard. C'est le nombre de véhicules à moteur, 1900. La courbe noire qui va dans la même direction. Et d'autres courbes aussi, consommation d'eau, surpêche, investissement externe, la globalisation, c'est les sauceries montrées par une courbe. Et toutes ces courbes arrêtées à 2000, pour cette publication de 2008, sont en train d'exploser, de prendre asymptotiquement la verticale. Et par rapport à ça, on est maintenant en 2018. Est-ce que quelque chose a changé concernant ces courbes? On est encore même plus dans cet ascenseur. Voilà un peu l'état des lieux avec lequel on a affaire. Je montre ici aussi l'augmentation du dioxyde de carbone. On a passé les stades, le cap de 400 parts par million. Il n'y a aucune inflexion dans cette droite, dans cette ascension linéaire, alors que depuis Rio 1992, il devrait y avoir déjà un début d'inflexion, puisque tout le monde a compris que le climat et son réchauffement sont des choses sérieuses à prendre en main. Voilà, c'est les devoirs pour demain, et on va se retrouver très bientôt avec ce qu'on aura su en faire. Alors on va passer à la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on en fait actuellement? On décrit le réchauffement climatique comme quelque chose d'inexorable. Ici, c'est en allemand, mais le schéma est déjà explicite en lui-même. Vous avez le méchant soleil, vous avez une chape de nuages gris qui représente le réchauffement climatique. Et on a d'un côté des véhicules à moteur, du bâtiment qui émet du chauffage, des gaz, des fumées, l'industrie, le transport aérien, toutes les choses connues, et aussi des forêts qui brûlent, des choses connues. Et la chose que cet article est en mesure de recommander aux enfants, c'est vraiment déplorable, c'est triste à dire. La seule chose qu'on peut leur recommander dans cet article, on a quand même des choses plus positives à dire, c'est que ça sera difficile. Alors ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de chauffer un tout petit peu moins en hiver, au lieu de 20 degrés, mettre 18 degrés, puis peut-être mettre un pull. Voilà les perspectives qu'on offre à la jeunesse. C'est faire durer un peu le plaisir, mais sans rien changer du tout de fondamental. Ce qu'on oublie de mentionner ici, c'est que l'une des sources du réchauffement climatique les plus faciles à transformer, à changer, qui est oubliée ici, à côté des forêts qui ont été mises à sac et mises à brûler, l'une des sources du réchauffement climatique, c'est la transformation progressive puis très brute de l'agriculture, qui est issue des forêts, qui a ses sols venant de sols forestiers, toutes ces surfaces agricoles européennes. L'Europe était une forêt de l'Atlantique à l'Oural. Toutes les surfaces, sauf le centre de la Hongrie, des steppes, là c'était un peu sec. Le reste, c'était des sols forestiers extrêmement riches en matière organique, donc en carbone, ont été déboisés, transformés en champs agricoles, et ces champs ont ensuite été cultivés avec très très peu de labour, et on a mis de l'engrais organique. On a toujours remplacé la matière organique perdue à cause des cultures par de la matière organique, fumier, purin, etc. Donc on a maintenu un équilibre dans ces sols. C'était une agriculture pas mal durable, pas tout à fait, elle avait déjà perdu un tout petit peu, mais ce qui a changé, c'est lorsque l'agriculture est devenue intensive, industrielle, engrais de synthèse, 0 g de carbone dans les engrais de synthèse, donc plus de matière organique qui entre dans les sols, et en plus les pesticides, tuer la biofaune des sols, la pédofaune comme on l'appelle, et ces sols se sont effondrés du point de vue de la matière organique. Où est allée cette matière organique? Ça a été une combustion lente, comme on brûle des choses dans nos fourneaux, du dioxyde de carbone qui retourne dans l'atmosphère, et là c'est du dioxyde de carbone qui est parti dans l'atmosphère de nouveau à partir des sols. Et ça, c'est considéré comme contributeur du réchauffement climatique, globalement à raison, les chiffres varient, mais mettons 15%. Donc 15% du réchauffement climatique est dans le domaine agricole, sans parler du système agro-industriel de distribution de la nourriture et tout ça, c'est beaucoup plus lourd alors du point de vue des énergies fossiles. C'est oublié ici, mais en fait c'est la clé de la
partie du problème où on pourra le plus facilement changer les choses. Et c'est là que les arbres seront la clé de la solution. L'unité de travail pour la régénération des choses et de la situation. Et on va comprendre pourquoi. Voilà, je vais passer au suivant. Tout d'abord, il faut comprendre que la forêt, c'est un organisme. La forêt a une atmosphère intérieure et une atmosphère face à l'atmosphère extérieure. Il y a une enveloppe forestière. Ici, on est dans une forêt en automne, mais à n'importe quelle saison, vous avez un climat forestier qui est différent du climat extérieur. On mesure ce climat. On a tous les critères scientifiques pour caractériser ce climat. Ça va jusqu'à l'ionisation de l'air qui est différente. C'est pour ça que le climat forestier est extrêmement énergétique. Et en particulier, ces sols ont une structure particulière, des racines beaucoup plus profondes qu'un champ, naturellement, capables de stocker énormément d'eau, est capable de garder cette eau grâce à son enveloppe, et cette enveloppe permet à la forêt de gérer son eau de manière extrêmement parcimonieuse, puisque l'eau est toujours le facteur limitant. La nature met des arbres partout où c'est possible, et fait des forêts partout où c'est possible, et c'est grâce au fait que les sols forestiers sont très riches en matière organique, on l'a entendu, les racines vont très profondément dans le sol, jusqu'à la nappe phréatique, mais entre deux, vous avez un espace énorme de sol extrêmement spongieux, extrêmement riche en galeries et en vie animale ou végétale, mycorhizienne. Donc la forêt, c'est un organisme qui a sa réserve d'eau privée sous les pieds, qui est extrêmement importante. Donc le fait d'un organisme fermé qui protège ses réserves d'eau est un fait extrêmement crucial. On va comprendre pourquoi au niveau mondial même. Donc, ces forêts stockent leur eau, elles en ont besoin en été pour faire leur évapotranspiration. Et c'est pour ça que lors de l'été le plus sec, le plus chaud, les cultures ont été récoltées, les champs ont passé au jaune, tout est sec, il n'y a plus d'humidité dans les champs, mais les forêts restent vertes. C'est la dernière partie du paysage à rester vert. On ne voit jamais des forêts jaunir juste un peu avant l'heure lorsque c'est l'automne, lorsque l'automne est précoce. Mais les arbres sont capables de rester verts. Donc c'est un système extrêmement résilient par rapport au facteur eau. Et de plus en plus, on se rend compte que le facteur eau, pour le monde entier, est un facteur vital. L'eau, c'est le vecteur de vie, mais pour la Terre entière, autant que pour nous, organismes humains. Et je reviens en arrière. Le surplus d'eau que la forêt n'aura pas utilisé pour elle-même, pour se survenir à elle-même, pour évapotranspirer et faire sa photosynthèse, ce surplus, par de la nappe phréatique, alimente les fleuves, alimente les sources d'abord, et d'une qualité d'eau absolument intéressante, absolument inégalée. L'eau de source forestière est meilleure que toutes les autres eaux qu'on essaye d'imiter. On vise à obtenir de l'eau de source. Vienne a une qualité d'eau fabuleuse parce qu'elle est alimentée par des eaux venant de forêts de relativement loin. New York aussi a son eau d'alimentation provenant de zones forestières, ou Bâle, plus près de chez nous. Voilà. Et maintenant, cette forêt spongieuse qui absorbe l'eau, on a toujours compris que on a été émerveillé naturellement en tant que scientifique, lorsqu'on est entré dans le monde tropical. On a découvert ces forêts tropicales d'une richesse incroyable. On ne sait même pas combien d'espèces y poussent, 60 à 100 000 espèces d'arbres. Et dans ce monde tropical, on se disait, mais ça pousse, c'est magnifique, cette biodiversité, c'est parce qu'il fait chaud et humide dans ces tropiques. Et maintenant, on a brusquement compris que c'est exactement le contraire. Les arbres poussent bien aux tropiques, c'est pas parce qu'il y fait chaud et humide, c'est parce qu'il y a des arbres dans les tropiques qu'il y fait chaud et humide. Si vous avez compris ça, vous pouvez déjà retourner chez vous, vous avez compris quelque chose d'essentiel. Vous enlevez des arbres des tropiques, parce que là on voit très bien la ceinture tropicale équatoriale, tropique humide donc, des forêts en permanence humides. Pour l'Amazonie et l'Afrique, on pourrait aller de l'autre côté pour l'Asie, c'est une ceinture de protection pour la Terre. Si vous enlevez cette ceinture forestière, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impact solaire qui est maximum, qui impacte à angle droit, et c'est une désertification rasante, absolument inexorable. C'est très très rapide. C'est encore plus fort comme impact solaire que dans le Sahara et dans le Kalahari, par exemple.
Voilà. Et malgré tout, on n'a pas un désert dans les tropiques encore. On a une magnifique forêt tropicale dense, humide, qui protège la Terre contre cet impact solaire. C'est l'organe le plus précieux de la Terre. Et cet organe fonctionne ainsi. La suivante. Encore un tout petit élément. Cet organe forestier tropical, c'est l'endroit où la diversité s'est concentrée. Vous voyez l'Amérique du Sud avec ces zones rouges sombres, c'est la densité en espèces animales. Et là où c'est bleu, il y en a presque peu. Il y a très très peu d'espèces animales. Là, c'est les vertébrés, les animaux à quatre pattes. On y met même les serpents, parce que quelque part, ils ont des ébauches. Et vous voyez que la ceinture tropicale, mais surtout amazonienne, est un hotspot de biodiversité animale. L'autre carte montre la biodiversité végétale, les plantes vasculaires, les plantes supérieures. Le premier, c'est une carte de 2018. La deuxième, une carte de 2005. Tout ça, c'est des connaissances extrêmement fraîches, extrêmement bien représentées. Concentration des espèces végétales. Vous avez ici maintenant un peu plus la Chine du Sud, Bornéo, etc. pour les plantes. Mais de nouveau, c'est Amazonie. Voilà, l'Amazonie, c'est le trésor de la Terre, du point de vue de l'eau, mais aussi du point de vue de la biodiversité. Et qu'est-ce qui se passe avec cette Amazonie? C'est ce massif forestier, qui est une éponge en même temps qu'il est une forêt, reçoit cette énergie solaire, par évapotranspiration, transforme cette énergie solaire en faisant la photosynthèse, fait de la biomasse, donc du glucose, ensuite de la cellulose, de la matière ligneuse. En évapotranspirant cette eau, tout n'est pas utilisé pour la photosynthèse, il y a la formation de nuages, et ces nuages retombent en pluie, et les pluies sont même initiées par les forêts, découvertes récentes également. Il y a des microparticules chimiques et physiques émises par la forêt avec des convections d'air chaud qui entrent dans l'atmosphère et qui vont provoquer qui représentent des germes de condensation des nuages, pour les nuages, sachant que chaque goutte de pluie a commencé comme flocons de neige. Et les flocons de neige ne cristallisent pas simplement dans le vide. Ils ont besoin d'un tout petit cristal d'initiation, une particule étrangère, chimique ou autre. Et ainsi, la pluie retombe. Et vous avez une répétition de 6 ou 7 fois le cycle évapotranspiration-précipitation, allant de l'Est atlantique jusqu'au contrefort des Andes. Et là-bas, vous avez une déviation de cet énorme fleuve atmosphérique d'air chaud et humide qui a laissé derrière lui une masse énorme de biomasse vivante, biodiversité. Et cette masse d'air chaud va ensuite être divergée contre le nord et contre le sud et tempère l'Amérique du Nord, les États-Unis en particulier, le Canada, et tempère le sud, alimente les nappes phréatiques d'Argentine, le Guarani. Et là, vous avez éventuellement même ce flux atmosphérique obtenu, transformé par la forêt tropicale amazonienne, alimente le Gulf Stream. C'est donc ce fleuve représenté en orange et jaune, marin, qui commence dans le golfe du Mexique et qui vient nous tempérer les côtes de Bretagne, de Scandinavie, d'Écosse. Alors maintenant, le bassin amazonien, c'est en fait le cœur climatique de la Terre, lorsqu'on a compris ça. Recherche russe, une femme, Anastasia Makarieva et son professeur Gorshkov. Cette découverte est absolument fondamentale. C'est le cœur climatique de la Terre et qui, malheureusement ça s'est caché, risque de se transformer en désert. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'une forêt tropicale par elle-même ne brûle pas, c'est beaucoup trop humide. Mais lorsque vous commencez à y faire des ouvertures, des coupes rases, vous avez la bordure normalement d'une forêt fermée qui est pour la première fois exposée à la radiation solaire intense qui vient du zénith. Et ces arbres commencent à se dessécher, même si ils n'étaient pas directement en contact avec le feu que l'homme y aura peut-être mis à cette zone déboisée. Et là maintenant, pour la première fois, vous avez des incendies auto-alimentés qui se mettent en route dans la forêt amazonienne. Voilà, alors j'arrive à la première conclusion de tout ça. C'est que l'urgence numéro 1, c'est que la déforestation tropicale, c'est une question qui concerne l'humanité dans son ensemble.
doit être stoppé. Il y a besoin vraiment urgemment d'un blocage, quel est le terme quand on arrête quelque chose brusquement? Un coup d'arrêt, il y a un terme anglais qui est très joli. On n'en a pas besoin, on est en France. Un blocus. Un moratoire, c'est français, merci, parfait. On a besoin du moratoire, exactement. Mais alors tout le monde s'y met parce que ça concerne les Européens autant que les Nord-Américains, que les Argentins et que la Terre entière. Parce que si vous arrêtez le Gulf Stream, vous avez non seulement l'atmosphère, mais les flux marins du monde entier. Parce que ça forme une boucle qui va jusque dans le dernier des coins des océans. Alors la forêt amazonienne est le cœur de tout ça. Ensuite. Et là, maintenant, on a des actions qui sont encore tout aussi nécessaires. C'est de réparer les dégâts, de faire des reboisements. Ici, la ceinture verte en Afrique, mais pas simplement faire des reboisements. Il faudrait que la communauté internationale paye pour ces reboisements, que ça devienne lucratif. Comme autrefois, il y avait des ruées vers l'or incontrôlées. Ça pourrait être la communauté mondiale qui demande à ce que des volontaires, à ce que des gens intéressés, pas bénévoles justement, qu'ils soient payés pour aller faire ces reboisements. Mais ça encore, c'est à moitié intéressant. Il faudrait que ces reboisements soient gérés de manière, non pas seulement dans le terrain, remettre des arbres en place, en mélange naturellement, jamais des cultures, des monocultures, des essences locales. Tout ça, on sait faire, c'est un métier relativement mature. Mais associer ceci avec une formation professionnelle, selon le système dual, apprentissage, c'est-à-dire on est 3 ou 4 jours dans le terrain, puis on est 1 ou 2 jours en salle de classe à apprendre les choses. Apprendre le métier, biologie, technologie des graines, gestion de pépinière, comptabilité, les langues étrangères, informatique, etc., que ça devienne un métier du futur, juste appris à l'exemple de la plantation d'arbres. Et ces gens-là auront accumulé un petit bénéfice, une petite fortune pour eux certainement, si c'est bien payé, et auront appris un métier. Et un métier ouvre la porte à toutes les activités. Il n'y a pas besoin de rester dans son métier, mais il aurait cette perspective. Voilà. Donc, voilà au niveau global ce que le forestier se sent forcé à dire. Lorsqu'on a compris ce fonctionnement de la forêt, on a quand même des choses à faire comprendre et à inciter à ce qu'on agisse, enfin. Voilà. Merci. Maintenant, ça sera toujours en dialogue avec Valérie Cabanès. Merci Ernst, à chaque fois que je t'écoute, j'apprends. Alors, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais moi je ressens une grande inquiétude quand je vois effectivement la mesure du déboisement. Je me souviens que j'ai commencé à m'intéresser effectivement à cette problématique environnementale et climatique quand j'ai été saisie par des populations autochtones en forêt boréale et en forêt amazonienne qui faisaient face à des constructions de grands barrages hydroélectriques. Donc j'ai travaillé avec les Inuits, qui sont au Québec, et puis avec les Kayapo, le chef Raoni, vous voyez qui c'est, avec son plateau labial, ses grandes plumes, et qui m'ont demandé donc de les aider à combattre ces projets. Et je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire comprendre ensuite le cheminement. Quand je me suis intéressée au projet de barrage hydroélectrique en pleine Amazonie de Belo Monte, j'ai réalisé qu'il devait déplacer, je vous le rappelle, quand même 20 000 personnes, qui allaient complètement perturber le cours d'eau, perturber la vie faune, perturber, bien évidemment, voire menacer les conditions d'existence des populations locales, pêcheurs, mais aussi peuples autochtones qui dépendent complètement de la forêt et du fleuve pour vivre. J'ai réalisé qu'en fait ce projet avait été considéré comme illégal par la Cour suprême du Brésil, mais que la présidente Dilma Rousseff n'en avait rien à faire et continuait son projet. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait 2 rapports de l'ONU qui alertaient sur le fait que le Brésil violait une convention qui protège les droits des peuples autochtones,
sur le fait qu'ils n'étaient pas correctement informés, éclairés et consultés. Effectivement, le dossier d'impact environnemental qui avait été déposé faisait 50 000 pages, et on demandait à des populations qui arrivaient par pirogue, par bus, qui faisaient parfois 800 km, qui ne parlaient pas le portugais, on leur demandait de consulter ces 50 000 pages en 3 jours et de donner leur avis. Bon. Bien évidemment, il y avait un problème. Ensuite, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a considéré ce projet comme illégal et a demandé à Dilma Rousseff de venir à Washington. Elle ne s'est pas rendue au rendez-vous. Enfin, il y avait plus d'une vingtaine de procès qui étaient gagnés systématiquement, mais la présidence parachutait de nouveaux juges de Brasilia pour casser les procès. Et j'avais beau aller à l'ONU, aller au Parlement européen, aller avec Raoni, même rencontrer le président de la République français, pour expliquer quand même au président qu'il y avait comme un problème, puisque la France, via Alstom, à l'époque, était directement complice de ce projet industriel. Alstom avait vendu pour 500 millions d'euros des turbines pour ce barrage, sachant que Alstom est financé par l'État et que donc ce sont vos impôts, de façon indirecte, qui détruisent l'Amazonie et les peuples qui y vivent. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le droit international et qui ne va pas non plus dans le droit de l'environnement. Et j'ai été à ce moment-là alertée sur une initiative qui en fait avait déjà plus de 50 ans, c'est-à-dire qu'elle avait démarré depuis l'usage de l'agent orange par l'armée américaine au Vietnam, au Cambodge et au Laos, et qui avait donc utilisé une dioxine pour défolier les arbres de façon à pouvoir voir l'ennemi. Sauf qu'ils ont littéralement contaminé quasiment 3 pays entiers, déversé directement sur des villages, et qu'aujourd'hui encore, 50 ans après, des enfants naissent avec des malformations du fait de l'usage de l'agent orange. Et c'est un biologiste qui avait travaillé durant sa thèse en 42-43 sur ces biocides, bio, la vie, cide, tuer, qui tue la vie, qui a alerté la communauté internationale en disant « mais moi je ne veux pas que mes travaux servent à un crime de guerre ». Et il a nommé ce crime de guerre, il a dit c'est un crime d'écocide. Ça veut dire que nous sommes en train de détruire un écosystème vital et de ce fait, nous menaçons la sûreté et la sécurité humaine. Et donc pendant 50 ans, des juristes se sont mobilisés pour essayer de faire reconnaître par le droit pénal international le crime d'écocide aux côtés du crime de guerre, du génocide, du crime contre l'humanité, du crime d'agression, comme un des crimes internationaux les plus graves. Mais je me disais, pour définir le crime d'écocide, il faut quand même s'appuyer sur la science. Parce qu'à quel moment on détermine qu'on porte atteinte au vivant, à la vie? Et là, je me suis rendu compte que dans le droit, finalement, on s'appuyait très peu sur les connaissances scientifiques, et que de la même manière, les politiques s'appuient très peu sur les alertes scientifiques. Je pense que vous êtes quand même inondés aujourd'hui d'informations, chaque jour, chaque semaine, où on vous annonce que 30% des oiseaux des campagnes françaises ont disparu, que 80% de la biomasse des insectes en Europe a disparu. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Et on ne voit pas nos politiques bouger. Et là, j'ai découvert un concept que je trouve extrêmement intéressant et qui va parfaitement illustrer ce que Ernst vient de nous expliquer, en particulier sur le fait que tout est interrelié, tout est interdépendant sur Terre. Une équipe de Stockholm, du Stockholm Resilience Center, de 26 chercheurs, en 2009, ont déterminé des seuils chiffrés qui sont les limites planétaires. Alors, ce n'est pas les limites planétaires dans le sens de est-ce qu'on a consommé toutes les ressources auxquelles on a le droit
vous savez, le jour de la Terre qu'on a eu il y a quelques semaines, c'est des limites planétaires qui permettent de déterminer les seuils au-delà desquels la planète devient inhospitalière pour nous. Au-delà desquels nous mettons littéralement la survie de l'humanité en danger. Ils en ont déterminé 9 dès 2009. Le changement climatique, avec un seuil à 350 particules par million de CO2. Vous savez à combien nous sommes aujourd'hui ? 411. Avec un seuil d'érosion de la biodiversité, il ne faut pas perdre plus de 10 espèces par million par an d'espèces animales et végétales. Nous en sommes à 100 voire 1000. Donc nous avons aussi franchi cette limite. Il considère d'ailleurs que ces deux limites sont ce qu'on appelle des limites fondamentales. Donc nous sommes officiellement rentrés dans une 6e extinction des espèces et nous sommes officiellement rentrés dans un emballement climatique irréversible. Tout ce que nous pourrons faire, c'est le freiner. Or aujourd'hui, quand vous voyez les engagements climatiques des États, quand vous voyez que l'accord de Paris à 19h37 est devenu un accord non contraignant, parce que les Américains ont dit, vous remplacez un shall par un should, c'est-à-dire nous devrions plutôt que nous devons, non c'est l'inverse, excusez-moi, un should par un shall, nous devrions plutôt que nous devons, ils ont rendu l'accord climatique caduc en termes de contraintes. Ce qui permet en plus à Donald Trump, un an plus tard, de dire moi, j'en sors. Et là aussi, cela m'a alerté parce que je me suis dit, comment se fait-il qu'un président puisse prendre une décision au nom de la souveraineté nationale qui va avoir un impact sur l'humanité tout entière et qu'il n'y ait aucune justice internationale qui puisse poser sa responsabilité, le questionner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que dans le droit que nous avons construit depuis 500 ans, le droit des colons, faut bien comprendre que le droit s'est créé quand on est parti à la conquête du monde, nous les Européens, et que nous nous sommes trouvés face à des peuples que nous ne connaissions pas, nous savions même pas qu'il y avait d'autres peuples. Et donc on s'est dit, mais est-ce que ce sont des humains comme nous ? Est-ce qu'on ne devrait pas définir quelques règles communes ? Est-ce que l'école de Salamanque en Espagne est allée même au-delà ? Est-ce que nous ne devrions pas créer un droit des gens et reconnaître que tout le monde est égaux en termes d'humains ? Ce qui a été totalement bafoué par Charles Quint et le pape à l'époque, qui ont réduit en esclavage et qui ont tué facilement 90% de la population des Amériques. Et ce droit s'est construit, donc, d'une part pour protéger la dignité de l'homme, d'autre part pour protéger le droit commercial, les intérêts des États, mais a totalement oublié quelque chose, qui est que l'humain est un élément de la nature et que l'humain ne peut pas vivre sans la nature. Ou alors c'est un martien, c'est-à-dire que ce n'est pas un terrestre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui décide que son objectif final dans son évolution, c'est de quitter la Terre le plus vite possible. C'est d'être hors sol. Mais si on sent en nous qu'on est des terrestres, alors on ne peut pas oublier ce lien d'interdépendance qui nous lie à toutes les autres espèces. Les autres limites planétaires sont... Deux autres ont été franchies en 2015, sont, par rapport à ce que disait Ernst, l'usage que nous faisons des sols. Nous n'aurions jamais dû déforester plus de 15% des terres immergées si nous avions voulu garder un écosystème sain et pérenne sur Terre. Bien évidemment, c'est l'inverse qui s'est produit. Il y a peut-être plus que 15% de forêt. Et nous avons investi beaucoup trop dans les sols d'azote et de phosphore parce que nous avons tué les sols. Et donc nous sommes obligés de les réenrichir et parce que nous menons une agriculture extensive et intensive qui empêche effectivement un système de jachère, un système de comment on dit, je l'ai appris quand j'étais à l'école, de rotation des cultures, merci. Quand même, on nous l'a appris, mais on l'applique plus. Vous vous en souvenez ?
Bon. Bon, la réalité, donc, c'est que 4 limites sur 9 ont été franchies et les autres sont pas loin de l'être. Il y en a une seule sur laquelle on s'est mis tous d'accord avec une convention internationale, c'est le trou d'ozone, qui est en régression. Mais l'acidification de l'océan est en train de s'empirer. Pourquoi ? Parce que l'océan, là on parle des forêts, mais il faut que vous compreniez les liens qu'il y a entre la forêt et l'océan en termes de régulateurs climatiques. Si la forêt est un régulateur climatique, l'océan l'est aussi à 2 titres. Un, parce que c'est une pompe à carbone, comme la forêt. Le phytoplancton se nourrit de carbone, et depuis un quart de siècle, la forêt pompe en excès tout le CO2 que l'on projette dans l'atmosphère. La forêt, l'océan, il tente désespérément d'absorber notre CO2 en excès. Il est en train de saturer et son pH s'acidifie. Et quand le pH de l'océan s'acidifie, toutes les coquilles des petits mollusques qui sont faites à base d'aragonite se dissouent sous l'effet de cette acidité. Et donc, tout ce qui est à la base de la chaîne alimentaire marine est en train de disparaître. Il s'acidifie aussi dans les estuaires parce que les produits que nous mettons dans les sols finissent par aller dans les rivières, eutrophisent les rivières, c'est-à-dire tuent la vie dans les rivières. Moi, mes petits-enfants, j'ai fait le calcul, en 2080 ou en 2100, ils auront peut-être 80 ans, ils vont être sur une planète qui ne sera pas celle que nous avons connue. Et parce que le réchauffement fait fondre les glaces du pôle, il y a un apport d'eau douce extrêmement important d'un coup dans les eaux polaires qui bloque ce courant qui est un courant d'eau qui va jusqu'à 4000 mètres de profondeur et qui circule tout autour de la Terre. Et il est en train de s'arrêter à mi-chemin. Vous voyez donc que toutes ces limites sont reliées entre elles et qu'on ne peut plus essayer de régler, comme le droit de l'environnement essaye de le faire depuis 50 ans, les problèmes de façon séparée, de façon segmentée, en disant, bon allez, on va faire une directive sur les orchidées sauvages. On va faire une directive sur les forêts Natura 2000. Mais au final, si vous regardez, et moi je ne suis pas une juriste de l'environnement, et c'est peut-être pour ça que je peux prendre ce recul, parce que je n'ai pas été trop formatée, mais vous vous dites, mais une fois de plus, cette vision occidentale que nous avons, individualisée, segmentarisée, cette vision parcellaire du monde, parce qu'on a perdu ce contact avec cette réalité écosystémique du monde, a induit un droit qui lui aussi ne prend pas en considération la réalité biologique. Tous les écosystèmes et tous les sous-écosystèmes, la biosphère, la cryosphère, la lithosphère, l'atmosphère, sont complètement liés les uns aux autres. Et quand nous avons défini donc le crime d'écocide dans une proposition d'amendement clé en main à présenter aux États signataires de la Cour pénale internationale, nous avons donc proposé que les limites planétaires, d'une part, soient l'outil scientifique, normatif, qui permette aux juges d'être saisis et de dire « Attendez là, vous avez décidé d'aller forer en Arctique ?» ou qui disent à Macron, vous savez, en décembre, il a fait un mini sommet climat à Paris. Il a fait l'inauguration du sommet le matin. Vous savez où il est allé l'après-midi ? Il est allé faire l'inauguration d'une plateforme de Total offshore dans les eaux grecques. Parce qu'il faut le savoir, dans l'accord de Paris, d'accord, les calculs des émissions par pays sont des calculs intramuros. Tous vos t-shirts là qui arrivent du Bangladesh, de Chine, etc., qui produisent du CO2 et dans leur production et dans leur transport, ne sont pas calculés dans nos émissions. Donc quand vous faites une plateforme totale en eau grecque, ça ne rentre pas dans nos émissions de CO2. C'est invraisemblable. Et ce qui crée en plus une inéquité certaine entre les pays les plus pauvres et les plus riches. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si ce projet de Total, un citoyen avait pu saisir la Cour pénale internationale en disant « Attendez là, on est à 411 particules par million de CO2. La limite, c'est 350. Vous en dites quoi ?» Il pourrait poser, alors,
des mesures dites conservatoires, c'est-à-dire stopper les projets avant même qu'ils aient lieu. C'est ça le but. Le crime d'écocide, c'est responsabiliser les chefs d'État, les chefs de multinationales, les dirigeants de banques, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a encore 5 340 milliards de dollars versés en subventions pour les énergies fossiles chaque année, selon le FMI, le Fonds monétaire international. On n'est pas du tout sur une trajectoire de restriction, mais pas du tout. Donc, vraiment, être en capacité de responsabiliser les dirigeants en leur disant vous n'êtes plus dans cette impunité dont je vous ai parlé par rapport à Dilma Rousseff, vous avez des comptes à rendre à l'humanité tout entière et pas qu'à votre pays. L'intérêt de la Cour pénale internationale, c'est qu'elle a une compétence universelle et donc elle défend des intérêts qui vont au-delà de la souveraineté nationale. C'est ça qui est vraiment important et c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Voilà. On va passer sur une deuxième partie et on va venir à des solutions. Le crime d'écocide c'en est une, mais il y en a une autre qui passe par une autre relation au monde, une autre manière de gouverner les forêts. C'est un des meilleurs exemples que l'on peut montrer. Et de s'inspirer justement de ces modes de gouvernance écosystémiques avec la forêt, ou de s'inspirer des modes de gouvernance écosystémiques que certains peuples ancestraux ont su préserver pour réfléchir à notre propre relation et au monde et à la manière dont nous-mêmes nous pourrions nous inspirer de cela pour repenser nos modes de société, nos modes de gouvernance. Voilà, je vous dis ça pour que vous gardiez un peu votre souffle et que vous ne soyez pas trop plombés. Mais c'est important quand même de bien comprendre le bilan global. C'est ce que j'ai voulu faire dans mon premier livre, Un nouveau droit pour la Terre, parce que là aussi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de bilan global pour saisir l'urgence et se mettre vraiment en mouvement. Et il faut passer par l'émotion pour se mettre en mouvement. Vous savez qu'en sciences cognitives, on a compris qu'on peut être ultra intelligent, on peut comprendre un problème, on peut l'analyser, on peut trouver des solutions. Mais si on ne fait pas passer cette connaissance par l'émotion, on n'agit pas. Et c'est là où on en est. On a perdu ce lien sacré à la terre, on a perdu cette émotion viscérale. On a perdu nos racines. On est comme un arbre qui regarde le ciel, mais qui n'a plus ses racines dans la terre. Et donc là, au premier coup de vent, au premier ouragan, on tombe. Et collectivement, c'est ce qui est en train de se produire. Bon ben, on a bien perçu. Le message que vous nous faites passer, Valérie et Ernst, me touche profondément. J'imagine que d'autres personnes sont affectées. Qui pourrait lever la main pour dire « je ne me sens pas touchée ». Donc, je ne crois pas qu'il y ait... Voilà. Donc, nous allons maintenant, après ce message d'approche globale, aller sur une approche beaucoup plus locale, avec des exemples. Et je repasse la parole à Ernst, si vous voulez bien poursuivre. Il y a donc cette urgence numéro 3 qui découle immédiatement de ce qu'on a compris avant, ces conférences pour le climat, cette urgence de réduire le dioxyde de carbone de l'atmosphère qui a son effet de serre et de le séquestrer grâce aux plantes, les plantes absorbant ce CO2 et le transformant en biomasse. Et là, une avancée magnifique, malgré tous ces défauts de beauté qu'ont ces conférences, mais c'est au moins des conférences qui ont lieu, malgré les dissensions. À la COP21, une magnifique proposition de la France a été cette incroyable idée du 4 pour 1000, qui est en fait un résumé parfait d'une vraie compréhension du problème, et de là où la solution, la première, peut se mettre en place. Que signifie ce 4 pour 1000 ? C'est qu'on peut partir, donc je reste maintenant dans ce domaine forestier agronomique, là où c'est le plus facile de transformer les choses, et où c'est le plus vital, parce que c'est notre milieu, notre alimentation, notre l'eau qui est liée à ces secteurs-là. À ce niveau-là, on a compris qu'il y a maintenant urgence de restocker le carbone, aller rechercher ces 120
parts par million, puisqu'on est à 400 et plus parts par million, redescendre à 300 et même à 280 comme c'était à l'ère pré-industrielle. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Les plantes et les arbres nous le montrent, ils le prennent, ils font de la biosynthèse avec ça, et cette biosynthèse, on peut l'utiliser, les produits ligneux, on peut les utiliser pour restocker, pour réalimenter les sols en matière organique, et pour la durée où ces sols auront été réenrichis en matière organique, on aura cet effet de séquestration, de délestement de l'atmosphère. On a entendu avant à quel point ces limites sont atteintes et dépassées. On est tous d'accord qu'on ne va pas pouvoir équilibrer ce surplus de CO2 qu'on émet encore sous forme fossile dans l'atmosphère grâce aux arbres et espérer arriver à une stabilisation. Il faut les deux choses. Il faut à la fois la médecine, mais il faut aussi la prévention. Il faut arrêter d'en émettre autant de fossiles. Donc les deux iront de pair. Mais l'urgence d'abord, c'est d'être actif, d'être proactif et déjà de faire les deux en même temps, mais de commencer à restocker ce carbone. Ces 4 pour 1000 signifie que pour chaque sol, et maintenant on n'a pas besoin de faire des ségrégations entre agriculteurs en bio ou conventionnels ou biodynamie. Là, c'est même pas nécessaire. C'est tellement plus urgent que chaque sol agricole applique des méthodes, comme on a entendu l'ancienne méthode de la jachère et du tournus des cultures. On est allé beaucoup plus loin. On a des outils très précis. C'est le semis sous couvert végétal. Les sols ne sont plus jamais mis à nu pendant tout un hiver, exposés à l'érosion. Ces inondations qu'on a maintenant, ça serait intéressant de savoir quelle est la part climatique et quelle est la part agricole, puisque ces sols sont beaucoup trop mis en exposition aux intempéries. Ils n'ont plus la capacité d'absorber cette eau. Ces eaux s'écoulent en surface et on les récolte maintenant dans les villages et ça nous entraîne nos pauvres voitures. Eh bien, ces sols sont là à attendre d'être restockés en carbone. Et ces 4 pour 1000, c'est le calcul qui a été fait comme étant l'équivalent de ce qui suffirait pour compenser ce qu'on émet de manière fossile. C'est un ordre de grandeur intéressant. Certains discutent, disent que c'est peut-être plus qui serait nécessaire, mais restons-en déjà à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on devrait vraiment promouvoir cette agriculture qui va dans le sens d'une réorganisation, rendre organique de nouveau l'agriculture, alors qu'elle est devenue minérale. Rendre organique cette agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait sans faire une partition entre les différents types d'agriculture, mais l'entrée en matière grâce aux arbres, et maintenant les arbres sont importants pour ce processus, c'est qu'ils vont nous permettre de fabriquer des composts d'une autre qualité, un compost de jardinage avec des plantes annuelles, des salades, tout ça. C'est très intéressant, mais c'est des sucres rapides. Ils sont très rapidement de nouveau brûlés ou bien de nouveau consommés par le sol et transformés en CO2. Alors que le ligneux, les parties ligneuses, des composantes d'arbres, ajoutées au compost par exemple, permettent de faire durer le compost et d'enrichir les sols de manière permanente, ou presque. Voilà, c'est 4 pour 1000, une excellente proposition qui permet de rénover l'agriculture fondamentalement. Une agriculture bénéfique pour le climat. Une agriculture dont tout le monde est fier et dont tout le monde profite. Naturellement, en stoppant l'agriculture industrielle minéralisante et travailler avec les pesticides. Ces sols qui deviennent de plus en plus riches en carbone ont une capacité de stockage d'eau qui augmente progressivement. C'est des sols de plus en plus résilients lorsqu'il fait sec ou lorsqu'il y a des inondations, de plus en plus fertiles. On gagne des récoltes avec ces systèmes. En plus, l'idée de l'agroforesterie, c'est ensuite d'implanter des arbres pour remettre de l'ombre là où ça devient de plus en plus trop chaud. C'est donc un système important juste avec cette notion du 4 pour 1000, recevant un nouveau départ. Voilà. Et l'agroforesterie, c'est quelque chose qui est en fait une sagesse ancienne dans beaucoup de pays, surtout en zone tropicale,
Francis Allais décrit sa première impression en Indonésie, à Java. Il arrive là-bas, ça a l'air complètement boisé. C'est l'endroit, un des endroits les plus peuplés au monde. C'est une densité de population qui correspondrait à une ville chez nous. Mais on ne voit pas cette population, on voit que des arbres. Et c'est des arbres qui sont en train de protéger des jardins, des cultures, des jardins forestiers indonésiens, mais ça existe partout. Et là, ils ont compris comment est-ce qu'on peut travailler avec les arbres pour avoir encore plus de nourriture et des systèmes résilients, durables. Et une population étonnante là-dessous. Et des gens vivant en harmonie, comme on a entendu concernant l'Amazonie. Voilà, donc les arbres ne sont pas les concurrents de l'agriculture. Les arbres sont vraiment la trame. Ils nous ont offert cette fertilité. Maintenant, ils nous offrent encore le couvert et la couverture. Et là, par exemple, juste pour illustrer comment ça fonctionne, vous avez une trogne, ça c'est encore quelque chose dont on pourrait parler, un arbre qu'on coupe régulièrement, qui donne encore beaucoup plus de sa matière. Et l'arbre a sa racine profonde, il va chercher l'eau en profondeur. Et lorsqu'il fait très, très chaud, il va chercher l'eau en profondeur pour réalimenter ses racines de surface, qui sont juste en dessous du champ qu'on voit ici. Et ces racines, puisqu'il fait chaud, transpirent cette eau qu'ils reçoivent des profondeurs. Et ces racines transpirantes humectent le sol depuis dessous. C'est comme une pluie venant d'en bas. Une fois qu'on a compris ça, l'agriculture organique et cette agroforesterie, on appelle ça aussi la permaculture, devient vraiment une technologie, une biotechnologie au vrai sens du terme. On fait interagir les organismes au profit de tous. Et maintenant, on va revenir un tout petit peu en Amazonie. On a des solutions fabuleuses, encore une fois léguées par les peuples premiers amazoniens, mais la découverte a aussi été faite en Afrique, ou bien peut-être que c'est un transfert de connaissances qui a eu lieu. La célèbre Terra Preta, la terre noire des Indiens d'Amérique, d'Amazonie, que les premiers Espagnols, Orellana, descendant l'Amazone, ont observé. Il y avait des populations extrêmement denses sur les rives de l'Amazone, extrêmement bien organisées, des champs de grande surface, mais toujours avec des arbres naturellement, des routes et des villes. Et c'était d'une fertilité incroyable, parce qu'ils avaient développé un système nommé Terra Preta, terre noire, basé sur le charbon de bois, sur les déchets ménagers, sur les excréments, et toujours associé à des poteries. Probablement, on faisait fermenter le tout dans des poteries qu'on cassait ensuite, donc peut-être qu'on le chauffait un peu. C'est encore un petit peu obscur comment ça fonctionnait, mais en Allemagne, on a vraiment remis au point la méthode avec nos outils. Et ces terra preta sont vraiment des terres qui sont du charbon de bois qui est chargé comme une batterie microbiologique, qui a une fertilité permanente, un effet permanent de fertilisation du sol, qui est même auto-alimentant. C'est-à-dire une première trame de quelques centimètres de terra preta que les Indiens mettraient ont montré qu'elle pouvait migrer dans le sol et transformer en terre noire un horizon de 1,50 m ou 2 mètres, alors qu'on avait juste ensemencé la surface. Les Indiens n'ont jamais labouré pour faire de la terre noire à 2 mètres de profondeur, vous imaginez bien. Le bois ramel fragmenté, une découverte canadienne, aussi très intéressante pour tous les jardiniers, les maraîchers particulièrement. Encore une manière d'utiliser du ligneux, le charbon de bois à partir des arbres. On peut aussi le faire avec des plantes annuelles. Donc, quand on voit ça, on sait maintenant comment transformer l'agriculture. Et l'agroforesterie française est leader au niveau européen, au niveau mondial, pour initier des nouvelles pratiques. Et ce 4 pour 1000 n'a pas germé dans le cerveau d'un ministre. C'est un praticien, c'est des praticiens, c'est du travail de conviction de nos amis agroforestiers français qui ont permis de convaincre et de montrer quelles étaient les solutions intégrant les arbres dans la pratique agricole. Les bois raméo-fragmentés, donc aussi une de beaucoup d'autres solutions. Vous prenez un livre comme ce livre d'un Américain, d'un groupe d'Américains qui s'appelle Geotherapy, la thérapie de la terre. Incluant toutes ces méthodes, on a vraiment un menu fabuleux de transformation de la terre, de séquestration du carbone. Les solutions sont là. Il faut vraiment que nous tous les voulions et qu'on convainque que ça se fasse encore à plus grande échelle au niveau municipal, politique. Voilà.
La suivante. Et ainsi, c'est une possibilité de retransformer nos paysages. Nos déserts agricoles, c'est en fait le résultat final de cette industrialisation de l'agriculture. C'est quelque chose qui est réversible. Et le problème maintenant, c'est de faire cette réversion, cette réorientation d'une manière moderne, donc pas revenir au passé, mais on a des nouvelles machines, on a des nouvelles méthodes, tout ça peut être alimenté solairement s'il y a besoin de courant électrique, mais ne pas oublier aussi le cheval de trait, par exemple, extrêmement précieux, beaucoup plus économique pour le maraîchage que des machines avec investissement lourd et endettement. Et ça, c'est de nouveau une perspective sociale intéressante, c'est de permettre, dans une telle agriculture, il n'y a plus d'empoisonnement de la terre, et les paysans ne s'empoisonnent plus eux-mêmes, ne se suicident plus dans un système comme ça. C'est une agriculture qui fait envie, et surtout s'il y a des chevaux encore dans cette agriculture qui viennent accompagner ou faire le travail fin à côté des machines, la jeunesse voudra de nouveau entrer dans cette agriculture. Donc facilitons ça, réinvestissons dans cette agriculture pour permettre cela. Un réseau de haies, encore quelque chose tout à fait récent. On a compris maintenant que ce qu'on appelle des protéoïdies, des fréquences acoustiques, permettent de stimuler les plantes à fabriquer certains acides aminés, certaines protéines. On l'utilise même pour combattre des maladies. Et maintenant, on comprend que le chant des oiseaux et la stridulation des insectes ne sont pas seulement des éléments pour délimiter un territoire, c'est des stimulations de croissance, c'est des stimulateurs de croissance. Une haie dans un champ est un stimulateur de croissance. Donc, réinnervons, refaisons une maille de nos territoires, aussi en tenant compte de la mécanisation nécessaire, pour redonner ce maillage de santé et de vivacité, de vie sauvage, en plus de la vie domestiquée que l'agriculture a besoin de mettre en place. Voilà encore un reste de bocage, mais dans le futur, je pense que beaucoup de bocages vont reprendre place. On a un travail magnifique partout et commençons directement à la périphérie de nos villes. Voilà, je reviens maintenant un peu à la forêt. On a compris que la forêt a besoin d'être un organisme fermé qui est protégé par rapport aux agressions externes du climat lorsqu'il fait trop chaud ou les vents, le froid aussi. Cette forêt, avec son atmosphère propre, a besoin qu'on lui respecte son enveloppe. On n'arrache pas les habits comme ça d'une forêt en pensant que ça va rien changer à son fonctionnement. La forêt a besoin d'une enveloppe telle qu'on le voit ici. Au printemps, c'est la lisière forestière, l'orée forestière, qui est beaucoup plus riche en espèces, qui fleurit, qui a des espèces fleurissantes, qui a des petits fruits, pruneliers, cornouliers, etc. Très important pour les oiseaux. Ça, c'est la zone protectrice des forêts. Les hommes se protègent avec des murailles relativement rébarbatives. Les forêts se protègent avec ce qu'elles ont de plus beau à présenter, des espèces florissantes et pleines de fruits pour la biodiversité des oiseaux et des insectes. Et ces forêts, naturellement fermées, forment vraiment un ourlet. Parfois, on voit une partie de cet ourlet qui est arrêtée à 1,50 m. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça se passe ? Ils ne sont pas assez nombreux, heureusement, parce que c'est les vaches, exactement. C'était un pâturage, les vaches ont été broutées ailleurs, et les vaches, et là c'est intéressant ce message, pourquoi est-ce que les vaches vous broutent la forêt comme ça, autant que c'est possible, jusqu'à 1,50 m de haut ? La vache est un animal forestier. Une fois qu'on sait ça, on ne regarde plus la vache de la même manière. La vache a besoin de la forêt. Et c'est maintenant qu'il faut remettre aussi le bocage, là où il y a des pâturages. On a des pâturages boisés chez nous aussi. Les vaches ont besoin de ça, de cette protection, mais de cette nourriture ligneuse comme complément alimentaire. Elles sont beaucoup plus saines, leur lactation est meilleure, la teneur en protéines du lait est plus élevée lorsqu'elles ont du matériel ligneux, par exemple du tanin de châtaignier, augmente la lactation et la teneur en protéines. Et ça, c'est des vaches heureuses qui vivent dehors, qui sont en pâturage. Ce n'est pas des vaches en millions et en milliards d'exemplaires tenues industriellement, des vaches qu'on respecte et qui donnent une viande qui a plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Oméga 3 est favorable à la santé, oméga 6 est cancérigène. Les vaches industrielles, malheureusement en souffrance pendant toute une vie, ont un rapport oméga 6 plus important par rapport à oméga 3. Donc c'est clair que la viande peut être dangereuse quand c'est de la viande d'animaux qui ont souffert, mais la viande d'animaux
bien respectées et qui ont eu un régime qui correspond à leur nature intrinsèque, c'est une viande, disons, une viande médicinale. Elle est bonne pour la santé. Et là, c'est de nouveau autre chose. On a immédiatement une solution pour demain matin. Je vais faire mes achats, qu'est-ce que je vais acheter comme viande? Ou bien peut-être que je vais attendre une semaine avant d'avoir trouvé vraiment la bonne viande qu'il faut. Une viande de vache qui ont brouté votre 1,50 m de forêt. Voilà. Et les forêts, on comprend maintenant qu'elles ont besoin d'être en interaction, mélange d'espèces, biodiversité saine, rayonnant la fertilité aussi à l'extérieur, ces oiseaux, ces insectes. Et ici, une plantation forestière, comment est-ce qu'elle a eu lieu? Cette plantation forestière, on l'a mise en place en faisant une coupe rase d'une forêt mixte, en général feuillue ici. On a planté une seule espèce, ici c'est de l'épicéa, une seule espèce. Alors imaginez le changement de paradigme pour la forêt. Avant c'était mixte, c'était tous les âges mélangés, toutes les espèces mélangées, un peu la folie, mais on s'amusait bien. On coupe tout ça, on s'entraidait beaucoup. On coupe tout ça et on fait une plantation, disons, schématique, alignée en plus, ce que la nature ne fait jamais. Une seule espèce au même moment, c'est donc tous les arbres de la même espèce et du même âge. Ils sont en concurrence permanente. Ils sont plantés, ils ont les racines au même niveau, au même moment, qui se battent pour la même eau, pour les mêmes sels minéraux, pour les mêmes éléments nutritifs. Les couronnes sont au même niveau, se battent pour la même lumière. Ils sont en stress permanent, ils sont en coude à coude et en concurrence en permanence, alors que dans une forêt naturelle, c'est la loi de la convivialité, de la loi de l'entraide. Ici, c'est devenu la loi de la concurrence. C'est comme les animaux industriels, c'est une forêt en esclavage. Ces arbres ne sont pas bien, ils émettent d'autres gaz, on commence à avoir même ces connaissances, les gaz émis par les forêts et l'atmosphère d'une forêt plantée, du point de vue de la richesse et du point de vue de l'acoustique, lorsqu'on va s'y promener, c'est vraiment pas intéressant. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de pétillement de vie dans ces forêts. Et ces forêts, on peut les transformer, on peut les rattraper. Il n'y a pas seulement les forêts originellement naturelles qui le sont encore aujourd'hui. On a su transformer des forêts qui avaient été autrefois boisées de manière artificielle, comme on voit ici sur la gauche. C'est le cas dans le canton de Neuchâtel, qui avait subi un déboisement énorme au XIXe siècle. On a reboisé de manière schématique, comme pratiquement partout ailleurs en Suisse, en Europe. Et un ingénieur forestier qui a vraiment compris, mais inspiré par un forestier français, Gurnot, qui avait vraiment compris que ces forêts ont besoin d'être des systèmes sociaux et multi-âges, multi-étages, a compris comment retransformer une forêt plantée. Et il a retransformé dans le laps de temps d'une vie d'un ingénieur forestier, c'est une ou deux générations, c'est en quelques dizaines d'années, il a réussi à implanter une nouvelle technique forestière qu'on appelle la futée jardinée, c'est-à-dire le mélange et en récoltant les arbres, arbre par arbre, de manière sélective, en refaisant de la lumière aux arbres qui attendent pour pouvoir grandir. Et c'est des forêts d'une richesse incroyable. On la voit ici sur la droite. C'est des forêts gérées par la main de l'homme, mais elles sont magnifiques. C'est comme des parcs et c'est d'une richesse incroyable. Et ici, vous avez de nouveau le partenariat et l'entraide qui fonctionnent entièrement au profit d'une santé énorme. Et les bois issus de ces forêts sont bien meilleurs que les bois de plantation. On y récolte maintenant des bois de résonance avec lesquels on fait du violon. Vous ne trouverez jamais un bois de résonance dans une forêt plantée. Ça, je peux vous le promettre, c'est un de mes domaines de recherche. Voilà ce qu'on peut obtenir avec nos forêts. Soit on a compris qu'il faut gérer les forêts naturelles de manière durable, selon cette notion de foresterie proche de la nature qui respecte les lois de la nature, soit on peut aider, demander, encourager à ce que les forêts devenues artificielles retrouvent leur dimension naturelle pour le bien de tous. Voilà. Lorsque vous exploitez la forêt, c'est très différent. À gauche, c'est le carnage, ou bien c'est le chaos d'une coupe rase, comme il y en a trop souvent. Et à droite, c'est à quoi ressemble l'exploitation forestière, arbre par arbre,
c'est quelque chose de tout à fait différent. La forêt n'est pas complètement perturbée, elle a juste donné un de ses représentants, mais il y en a d'autres qui sont là, qui continuent à maintenir le tissu forestier. Voilà. Et voilà. Maintenant, du point de vue de l'ingénieur forestier, on a naturellement la mission de produire du bois d'œuvre, du bois pour l'économie forestière. La foresterie suisse, par exemple, c'est 5000 forestiers qui sont en forêt, qui font de la sylviculture et qui livrent des grumes qui sortent en bordure de forêt, qu'on vient chercher en camion pour les scieries ou pour l'industrie. Et à côté de ces 5000 forestiers, vous avez la filière du bois. L'industrie du bois. Et l'industrie du bois, c'est chez nous 70 000 personnes. Ce n'est pas seulement 5 000, c'est 70 000. Donc là, vous avez la notion de la valeur ajoutée. Avec la transformation du bois, à chaque étape de transformation, vous avez un prix du produit fini qui est supérieur. Des emplois, des revenus, un commerce. Et ça commence avec les premiers produits, c'est les sciages, les planches, les poutres. Et là, on a la représentation de toutes les transformation du bois, c'est tout d'abord les bois entiers, ensuite les bois transformés en particules pour faire des panneaux, ou bien le papier et les fibres aussi pour faire des panneaux. Toutes ces étapes viennent les unes après les autres, mais pas dans un désordre aléatoire, c'est selon le principe de la cascade, comme on le nomme en Allemagne, en Suisse, c'est-à-dire que c'est un principe qui essaye d'employer les bois tout d'abord pour la valeur ajoutée maximale. On veut naturellement être le plus économique possible, donc avec les bois, les grumes, les bois ronds, on essaye d'abord de les transformer en bois massif pour la construction, par exemple, les meilleures qualités. Et ce qui ne va pas pour ça, on transforme les grumes de deuxième catégorie en bois d'industrie destiné à faire des panneaux de particules ou bien des panneaux de fibres ou du papier. Le prix est un peu plus bas. Et le troisième niveau, c'est soit la chimie, et le quatrième niveau, c'est le bois énergie. C'est le dernier niveau de mise en valeur. Vous n'avez presque pas très peu de postes de travail qui sont créés lorsque vous transformez le bois seulement de manière énergétique. Il y a beaucoup plus de postes de travail pour les valeurs ajoutées supérieures. Donc ici, on essaye toujours de trouver une adéquation entre tous ces niveaux de mise en valeur pour ne pas perdre le potentiel forestier. Ce serait dommage de transformer toute la forestière dans cette dernière catégorie, puisque là, on aurait le moindre bénéfice économique. Voilà, et cette forêt, gérée de cette manière, a naturellement ses difficultés, chez nous aussi, parce qu'on est mis en concurrence avec les prix des bois venant de l'étranger qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes environnementales. La sylviculture environnementale coûte plus cher que la sylviculture industrielle. Et là, on est aussi chez nous en train de se battre et d'essayer de trouver des solutions. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être donner plus de prix pour les bois provenant d'une telle sylviculture? Est-ce qu'on paye une petite taxe pour les eaux issues des forêts, qui est un autre produit forestier? Voilà des solutions avec lesquelles on peut déjà faire pas mal de choses. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces produits forestiers? Donc j'ai parlé du premier niveau de valeur ajoutée, le bois massif. La première forme d'utilisation, c'est naturellement, maintenant j'ai parlé avant de l'agroforesterie, stocker le carbone dans les sols. Maintenant on stocke le carbone aussi dans le bâti. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'éco-construction, c'est-à-dire la construction avec un bilan carbone qui est positif, où on a plus de carbone stocké que comparativement aux constructions standards, béton, acier, verre, on n'a que du carbone émis dans l'atmosphère. Donc, on a une technologie du bois, une technologie de la construction qui est extrêmement élaborée. Les grands architectes sont en train de faire des projets magnifiques en structure bois. Mais pas seulement bois, parce qu'on pourrait dire il n'y en aura pas assez. Ça peut être du bois associé à de la paille, ça peut être du bois associé à de la paille et à de la terre crue, de nouveau du savoir local traditionnel qu'on maîtrisait autrefois, qu'on peut facilement remettre en route. Et c'est des bâtis qui sont beaucoup plus sains pour les habitants. Ici, je verrai parfaitement les municipalités demander à ce qu'on construise des écoles comme ça, ou à ce qu'on rénove les écoles avec ces matériaux-là pour améliorer leur qualité et surtout pour diminuer leurs besoins d'énergie de chauffage.
Les bâtiments de ce genre-là n'ont presque plus besoin d'énergie de chauffage. Ils sont autosuffisants, ils restent chauds. Leurs parois sont des radiateurs organiques. En hiver, tout le bâtiment reste chaud, il garde sa propre chaleur. Et c'est là que j'aime bien dire que, selon ce principe de cascade et ces méthodes de construction, il vaut mieux mettre une fois le bois dans les parois, mais faire des parois extrêmement épaisses en masse de bois, et ne plus avoir, ou presque plus avoir besoin de chauffer le bâtiment, ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir un petit feu, un petit foyer quand même, que de mettre année après année de l'énergie bois dans un bâtiment mal construit. Voilà, c'est des solutions toutes simples. À chaque décision, vous pouvez, au moment des achats, au moment d'envoyer vos enfants dans les écoles, ou bien même s'ils y sont encore, ou s'ils en sont sortis, c'est demander que les écoles changent, que les hôpitaux soient construits autrement. On a maintenant découvert que les émanations du bois dans des chambres à coucher améliorent la qualité du sommeil à raison de 3500 battements de cœur de moins par jour, c'est-à-dire 1 heure de battement de cœur, avec une certaine essence de pain de moins par jour, parce qu'on dort dans une atmosphère ligneuse, forestière. Tout ça, c'est utile non seulement pour nos chambres à coucher, mais pour les hôpitaux et pour les classes d'école. Voilà. Et là, c'est le moment de retrouver notre enracinement dans la terre et de redonner à l'arbre sa place centrale. Je suis persuadé que l'arbre, c'est vraiment l'unité d'action avec laquelle on va transformer les choses. On ne va pas simplement devoir ou pouvoir réguler les choses ou bien les neutraliser, mais en même temps, on va devoir penser d'autres manières de fonctionner, mais les arbres sont en train de nous l'apprendre. Tout ça, c'est des enseignements de l'arbre. Voilà. Je me souviens d'une conférence que j'ai faite avec Francis Allais, où il me racontait qu'en fait on était un peuple des arbres. La preuve en était qui est que si vous êtes n'importe où et que tout d'un coup surgit un danger, la première chose que vous faites, c'est de courir vers un arbre. L'instinct vous fait courir vers l'arbre, ce qu'il ne faut pas faire en cas d'orage, hein. Je vous le rappelle quand même. Ce matin, j'étais à une projection d'un film qui va sortir à l'automne et que je vous invite vraiment à découvrir, ou en tout cas à inviter son réalisateur, vraiment splendide et brillant, qui s'appelle Nuticopia. Il s'agit en fait d'un peuple, une civilisation de 3000 ans qui vit sur 4 petits îlots perdus dans le Pacifique. Quelqu'un y est allé ? Non. Et dans un territoire qui est le territoire des îles Samoa, mais ils ont donc une chefferie, ils ont un chef, et ils ont une loi des chefs qui est respectée par les îles Samoa, c'est-à-dire qu'ils sont sortis complètement du système. Si vous y arrivez en voilier en direct, vous n'avez même pas besoin de visa. C'est eux qui décident si vous avez le droit de poser votre pied sur l'île ou pas. Et le film démarre sur un Ticopien qui est en train à la machette, de couper un cocotier. Et il est en train de lui parler. Et il lui dit « Waouh, t'as des feuilles extraordinaires, je vais pouvoir refaire tout mon toit, parce que vraiment avec les cyclones de plus en plus nombreux, ça fuit de tous bords, donc je vais pouvoir refaire tout le toit de ma hutte. Avec ton tronc, je vais pouvoir faire une pirogue. Avec les fibres de la noix de coco, je vais pouvoir faire du cordage. Avec la chair de la noix de coco, je vais pouvoir faire à manger pour mes enfants avec le poisson. Avec le lait, je vais pouvoir faire, et la chair, je vais pouvoir faire de l'huile de coco. Et on est surpris de le voir parler à l'arbre, et il prend un arbre. Il prend l'arbre dont il a besoin. Et ensuite, on découvre le roi. Et on découvre que ce roi ne prend aucune décision sans parler à Ticopia, sans parler à l'île.
sur laquelle ils vivent depuis 3000 ans. Ils ont une relation complètement symbiotique avec l'île. Ils la voient comme une entité vivante. Ils entendent chaque son, chaque expression de l'île comme un message. Et je ne sais pas si l'île lui parle vraiment, mais ce qui est étonnant dans cette civilisation qui a été coupée du monde jusque dans les années 80, c'est qu'ils vivent en accéléré depuis les années 80. Toutes les influences et la technologie occidentale que nous, on a eu à je dirais, intégrer progressivement depuis 150 ou 200 ans. Lors d'un énorme cyclone en 2002, personne n'avait plus de nouvelles d'eux. Et donc les îles Samoa leur ont dit, vous êtes obligés maintenant d'avoir une antenne parabolique pour que vous ayez des téléphones et que vous puissiez nous appeler en cas d'urgence. Et alors là, les téléphones sont arrivés sur l'île et tout le monde a commencé à devenir fou avec les téléphones. Ils s'appelaient de hutte en hutte. Plus personne se parlait en vrai. Les enfants étaient dessus en train de regarder des films débiles dont ils comprenaient rien en plus de ce qui se passait, quoi. Et très rapidement, conciliabule des chefs, on parle avec l'île et puis on se dit mais qu'est-ce que c'est en train de provoquer? Si nous ne sommes plus capables d'être en relation les uns avec les autres, si nous avons besoin d'intermédiaires, si nous sommes influencés par ce qui se passe à l'extérieur et que nos enfants décident de partir de l'île, si nous commençons à recevoir des touristes parce qu'il y a des paquebots, mais grands comme la moitié de la cathédrale, qui tout d'un coup arrivent aux abords de l'île avec des touristes américains qui déboulent et qui commencent à vouloir marchander les bijoux, etc. Il faut savoir que l'argent est interdit sur cette île comme monnaie d'échange. Ils sont dans une relation de troc et en aucun cas ils utilisent l'argent comme une monnaie d'échange. Et ils se vivent comme un seul peuple appartenant à un territoire, à une île. Et donc à chaque fois ils questionnent l'île en se disant, un peu comme les Navarros qui disent on ne prend aucune décision sans regarder les conséquences sur 7 générations. Qu'est-ce que cela va provoquer dans le tissu social et dans l'écosystème dans lequel nous vivons? Quelles vont en être les conséquences? Et en fonction de leur réflexion, ils décident ou pas d'accepter une technologie extérieure. Et il y a une scène absolument incroyable où un des Ticopiens, venu de l'extérieur, arrive avec une énorme scie style, là. Des énormes, là. Et il dit, ouais, je vais pouvoir sculpter plein de sculptures et les vendre aux touristes. Et tout d'un coup, on voit la violence, comme on a vu la violence du paquebot dans ce décor de paradis, la violence de cette scie en train d'être utilisée pour sculpter un bout de bois. Et puis à un moment, il s'arrête et il dit, mais attends, si je me mets à vendre des bouts de bois et des bouts de bois et des bouts de bois, je vais devoir couper tous les arbres de la forêt. Et je ne suis plus du tout dans un rapport lié à la nécessité. Je rentre dans un rapport lié à l'abondance. C'est ce rapport qui nous caractérise. Nous sommes dans une société de l'abondance, individualiste, et qui regarde la terre comme une propriété, et pas une propriété en plus collective, mais une propriété privée. Eux, ils considèrent qu'ils appartiennent à une terre et que la terre ne leur appartient pas. Et spontanément, il comprend et il lâche la scie en se disant, mais bientôt, il n'y aura plus rien, ça va être l'île de Pâques, quoi. Si on s'y met tous. Et puis le chef, à un moment donné, dit, bon, on a réussi à régler quand même pas mal de choses par rapport à cette influence extérieure. On est vraiment un peuple extrêmement pacifique. Et d'ailleurs, les jeunes qui, il y a 2 ans, voulaient tous partir, à force de regarder justement des films de violence, nous ont dit, on ne veut plus partir de l'île parce que nous sommes dans un havre de paix où il y a une vraie solidarité. Et nous voulons rester. Et donc là, ceux qui vont étudier à l'extérieur reviennent pour devenir des enseignants, pour être pour donner des soins, etc. Et à un moment donné, il dit, on a quand même un problème de surpopulation. Vous voyez qu'ils ont tous les stigmates de notre société actuelle où on se dit, bon, alors finalement, on peut essayer de régler tous les problèmes écologiques, mais si on est en surpopulation, qu'est-ce qu'on fait?
Et là, il nous explique qu'ils sont en surpopulation, d'une part parce que depuis que l'Église les a convertis, ils ont abandonné les méthodes de contraception naturelle et traditionnelles qu'ils avaient eu l'habitude d'utiliser depuis 3000 ans. Et d'autre part parce que l'île à côté où sont enterrés leurs ancêtres, ils n'ont plus accès à cette île parce que des industries forestières ont pris possession de l'île et sont en train de tout couper. Et ce film m'a beaucoup touchée parce qu'il fait écho à des enseignements que j'ai pu entendre par beaucoup de peuples autochtones et qui nous disent fondamentalement, si on a réussi à continuer à vivre en harmonie avec la nature, qu'ils ne nomment pas nature. Le film ce matin s'appelait Nous Tikopia, nous l'île, le peuple de l'île. Et l'île et nous, c'est la même chose. Tous ces peuples disent qu'ils appartiennent à une terre, mais que cette terre est là en partage avec toutes les autres espèces, les animaux, les végétaux. Et je raconte dans Homo Natura une anecdote de Philippe Descola, ce grand ethnologue, qui était allé voir ses amis à Choir. Et un de ses amis donc s'est retrouvé avec un fusil de chasse. Ça m'a fait penser à l'histoire de la scie ce matin. Et les Achoirs tirent sur les singes. Mais ils vont tuer un singe pour nourrir toute la famille. Et là, il s'est retrouvé avec cette arme entre les mains et il ne pouvait plus s'arrêter. Et il en a tiré 1, et 2, et 3, et 4, et 14. Et les singes pendaient dans les arbres en train d'agoniser, etc. Et tout d'un coup, il s'est senti pris d'une culpabilité absolument terrible en se disant « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Donc je crois qu'il faut vraiment re-questionner fondamentalement nos valeurs, ces valeurs qui nous ont été inculquées par le siècle des Lumières, qui nous a dit l'homme doit être un homme du progrès, il doit s'affranchir du sauvage, il doit maîtriser le sauvage. Ou même des textes monothéistes qui, dans certains versets, nous disent que l'homme va devoir dominer le vivant, tout ce qui rampe, tout ce qui vole, tout ce qui nage. Cette espèce d'orgueil suprême dans lequel ce récit que l'on se raconte de nous-mêmes sur Terre est vraiment en train de nous mettre en danger les uns les autres. Et donc je pense que, au-delà de grandes décisions, alors forcément en tant que juriste, moi j'essaye. Là, Macron, on lui a présenté un projet dans le cadre de la réforme de la Constitution pour que l'article 1 de la Constitution puisse inscrire la protection du climat, de la biodiversité et le respect des limites planétaires. Je vous invite d'ailleurs à signer, on est aujourd'hui la journée de l'environnement, et il y a une pétition en ligne qui a été lancée, que vous trouvez sur constitutionécologique.org. Et on négocie avec lui depuis plusieurs mois, on commence à obtenir quelques petites choses. Je participe aussi au sein des Nations Unies à une initiative qui vise à reconnaître des droits à la nature et à proposer une déclaration universelle des droits de la nature en s'appuyant sur, et je vais vous le raconter ensuite, mais sur une poussée exponentielle de décisions juridiques ou parlementaires dans le monde qui octroient effectivement une personnalité juridique à des éléments de la nature, à des écosystèmes. Mais vous, à votre niveau local, que ce soit vous en tant qu'élu ou vous en tant que citoyen, je crois qu'il est vraiment impératif pour essayer de comprendre ces notions d'entraide et de bienveillance et de solidarité active, de vous inscrire dans un processus de démocratie horizontale, de vous inscrire, et pas forcément avec les élus, entre vous, c'est-à-dire de favoriser les circuits courts, de favoriser les échanges, de mettre des petits stickers sur votre boîte aux lettres en disant « moi j'ai un tracteur, moi j'ai un Karcher », peut-être qu'on peut partager ce que l'on a ensemble plutôt que chacun ait son Karcher, son tracteur qu'il va utiliser une fois par an. C'est des choses aussi simples que cela qui font que vous pouvez repenser votre rapport. Alors, il y en a qui vont loin. Hein. Il y a un agriculteur américain, il est allé voir la notaire. Et par acte notarié, il a posé le fait qu'à partir de maintenant, sa terre n'appartiendrait plus qu'à elle-même. Et qu'il ne s'octroyait à lui-même qu'un droit
d'usage. Ça, c'est symboliquement d'une force. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné sa terre à quelqu'un d'autre, il ne l'a pas donnée à l'État. Il considère simplement que la terre n'appartient qu'à elle-même. J'ai le temps de raconter quelques anecdotes sur les droits de la nature ? Quelques exemples ? Oui, parce que c'est l'intérêt aussi de ce volet, c'est d'aller dans le concret, comme on l'a annoncé tout à l'heure. Et puis ensuite, on passera un temps d'échange avec la salle d'ici 5 minutes, si c'est OK. Oui, parce que vraiment, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'enthousiasme. Et j'espère que ça vous enthousiasmera, parce qu'il faut quand même qu'on finisse sur des choses positives. Alors, le premier pays au monde à avoir reconnu les droits de la nature, c'est l'Équateur en 2008. Parce que c'est un pays qui est pluriethnique et qui donc reconnaît les modes de pensée, les sagesses ancestrales des peuples autochtones du pays, qui ont demandé à ce que dans la Constitution, on puisse défendre les intérêts de la nature à exister pour elle-même. Je dis bien pour elle-même. C'est toute la différence avec le droit ou les droits de l'homme, qui est qu'aujourd'hui, normalement, à part en France où on a reconnu le préjudice écologique, c'est-à-dire qu'un juge a osé, même si ce n'était pas inscrit dans la loi au départ, dans le cas de l'Erika, il a osé demander à Total de réparer un préjudice écologique subi par l'écosystème marin sans faire de lien direct avec les pertes que cela a pu octroyer aux collectivités locales ou à la santé, ou etc., c'est-à-dire à l'humain. Donc ça, c'est une première mondiale dans les pays occidentaux, et on peut en être fier. Mais on n'est pas allé jusqu'à reconnaître la personnalité juridique à la nature, c'est-à-dire permettre à un élément naturel ou à un écosystème d'être représenté comme serait un enfant devant le juge et de défendre son intérêt à exister, à se régénérer et à perdurer. Donc la Constitution équatorienne l'a reconnu, puis la Bolivie en 2009 dans une loi cadre, la loi de la Pachamama, de la terre-mère. Et depuis, et en particulier depuis 2 ans, ça apparaît dans plein de pays différents du monde, avec d'ailleurs des cultures très diverses. L'année dernière, c'est l'Inde qui a été précurseur en annonçant, dans l'état de l'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde, une cour a été saisie sur la pollution du Gange et a dit, mais de toute façon, ça fait 30 ans qu'on a donné 4 milliards au gouvernement pour qu'il dépollue le Gange, pour qu'il arrête les crémations sauvages, pour qu'il arrête les déversements de déchets toxiques, etc. Personne ne respecte la loi. Donc moi, juge, je décide que maintenant le Gange va défendre ses intérêts lui-même en justice. Le Gange va être considéré comme une personne. Ce qui en soi n'est pas complètement incroyable, en tout cas chez les hindous, puisque le Gange est considéré comme une déesse. Mais ils sont allés au-delà. Ils ont octroyé la personnalité juridique à un affluent, la Yamuna, puis à tous les écosystèmes de glaciers qui sont menacés parce qu'ils fondent à cause du changement climatique, et ils l'ont clairement expliqué, les jungles, les plaines, les marais, tous les écosystèmes sur ce territoire. Ce jugement a été cassé en juillet, mais un autre État a suivi l'exemple, et le gouvernement est en train de plancher sur une loi, le Ganga Act, une loi pour le Gange, pour reconnaître la personnalité juridique du Gange. 5 jours plus tard, comme s'il y avait une espèce de conscience collective mondiale qui était en train d'émerger en même temps, le Parlement néo-zélandais, qui est occidental, après 150 ans de négociations infructueuses avec les Maoris, ont accepté de reconnaître un volcan, le fleuve qui prend sa source dans ce volcan, et tout le parc naturel le long de ce fleuve comme des personnes, et les ont reconnus comme les ancêtres des Maoris. Dernièrement, en avril, en Colombie, et on va revenir sur la forêt, des jeunes ont saisi la Cour suprême colombienne en disant « Notre droit à un environnement sain, voire même notre droit à un futur, est en danger du fait du changement climatique. Et une des raisons du changement climatique, c'est la déforestation à outrance de l'Amazonie sur notre territoire. » Le juge a considéré que oui, leur droit à la vie était menacé, que leur droit à un environnement sain était menacé, et donc est allé au-delà même de ce que les enfants avaient demandé, a décidé que la forêt amazonienne colombienne
allait devenir une personne en droit. Une ville au Brésil vient d'adopter les droits de la nature dans sa législation. Le district fédéral de Mexico vient de reconnaître les droits de la nature dans sa constitution. 34 villes aux États-Unis ont reconnu les droits de la nature dans leur législation locale. Chose qu'on ne peut pas faire nous. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez décentralisé et que Metz ne peut pas voter des lois qui soient des lois qui peuvent rentrer en concurrence, en tout cas, avec les lois nationales, par exemple. Et ces villes américaines l'ont fait parce qu'ils étaient menacés par des projets de fracturation hydraulique. Et comme ils ne pouvaient pas démontrer les liens directs entre les dommages à la santé et les projets de fracturation hydraulique, et comme en droit, les générations futures ne sont pas des sujets de droit, les enfants vietnamiens dont je vous ai parlé qui naissent aujourd'hui mal formés, ils ne peuvent pas saisir une cour pour demander réparation à l'armée américaine, parce qu'ils n'étaient pas nés à l'époque. Donc ni les écosystèmes, ni les enfants à naître ne sont des sujets de droit dans le droit occidental. Et ils ont pu, grâce à la reconnaissance des droits de la nature, poser la question au juge, et le juge a répondu sur la base des études scientifiques que oui, effectivement, on sait qu'il y a des risques sismiques, on sait qu'il y a une pollution de l'eau par le méthane, on sait que, etc. Et donc il a bloqué les projets industriels. Et ce qui est très intéressant à travers tout ce mouvement en faveur des droits de la nature, en Australie aussi, une rivière a été reconnue entité juridique avec un peuple qui la représente, qui est un peuple autochtone. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce qui est dit à travers ces messages-là, et c'est ça qui me continue à me motiver dans ce que je fais, parce que tout cela va prendre beaucoup de temps, trop de temps par rapport à l'urgence, mais c'est que ça nous oblige à penser autrement. Ça nous oblige tout d'un coup à regarder le droit non pas comme quelque chose de pyramidal, ou même le monde comme quelque chose de pyramidal, mais comme la réalité biologique qui est cyclique, qui est écosystémique, et de dire finalement, il faut d'abord reconnaître les droits de la nature, imaginez-le comme un grand cercle, d'accord ? L'humain est un élément de la nature, et donc nous appliquons des règles à nous-mêmes, et donc nous définissons les droits de l'humanité, et pas les droits humains, les droits de l'humanité, parce qu'il faut y mettre une dimension transgénérationnelle. Et à partir de là, dans nos relations, nous avons créé des entités virtuelles, morales, qui d'ailleurs au passage, elles ont le droit d'être des personnes, les entreprises. Alors moi j'entends les juristes qui me regardent en me disant « personnifier la nature ». Je dis « mais et une entreprise ? Une association ? S'il y a bien quelque chose qui n'est pas pérenne et qui est virtuel, c'est bien ça quand même, par rapport à 4,6 milliards d'années que la Terre existe. Et pourtant, on les considère comme des personnes. Alors ça doit devenir le dernier niveau qui doit s'assujettir aux deux autres. Et c'est vraiment tout ce mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature est là pour essayer de promouvoir cette nouvelle façon d'imaginer le droit, parce que finalement le droit n'est qu'un reflet de notre état de conscience à un moment donné. Il définit les règles du vivre ensemble dans la manière dont on se perçoit dans le monde. L'esclavage, je peux vous assurer qu'au moment où le texte sur l'abolition de l'esclavage est passé, c'était extrêmement compliqué. Nous, ça nous paraît une évidence. Mais le vote des femmes, ça a combien ? 70 ans ? 60 ans. Et donc, à chaque fois, le droit évolue en fonction de notre état de conscience. Et donc, ce que j'espère aujourd'hui, c'est ça. C'est faire réveiller cet état de conscience, parce que chaque personne va en influencer 10, va en influencer 100, va en influencer 1000. Et là où je suis assez sidérée depuis 5 ans que j'essaye d'expliquer ces choses-là, c'est que je me retrouve face à des personnes extrêmement influentes qui, tout d'un coup, il y a 5 ans, riaient, mais il y a 10 jours, j'étais à Tréguier, un colloque du barreau de Tréguier, où il y avait des bâtonniers, des avocats prestigieux, et la bâtonnière de Paris, qui représente quand même 30 000 avocats, et qui prend le micro et qui dit « Moi, je vais peser de tout mon poids
pour que soit intégré à la Constitution française le crime d'écocide et la reconnaissance des droits de la nature. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que... mais il y en a eu d'autres, mais c'est pour vous dire que les choses vraiment commencent à évoluer, et je vous encourage donc d'une part à signer pour la France cet appel pour la Constitution écologique, constitutionécologique.org. Sachez aussi que je fais partie d'une association qui s'appelle Notre Affaire à tous, et que nous travaillons donc sur des recours, c'est-à-dire d'aller solliciter le courage des juges pour faire changer le droit. Et donc là, nous avons lancé un recours européen pour forcer l'Union européenne à baisser ses émissions de gaz à effet de serre, avec 11 familles, dont une française, de Lavandier, depuis 4 générations. Et donc vous pouvez aussi soutenir ces citoyens qui ont osé défier l'Union européenne. Et nous lancerons un recours à l'automne, probablement, en France, contre le gouvernement français. Nous avons accumulé assez de preuves pour démontrer qu'il n'agit pas assez. Et puis nous allons remettre aux 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme, qui, pendant la prochaine Assemblée générale aux Nations Unies à New York, nous allons remettre au secrétaire général une pétition pour la demande de la reconnaissance des droits de la nature au niveau onusien. Et donc là aussi, il existe une pétition qui est écrite en anglais, les droits de la terre-mère, Rights of Mother Earth. Il faut qu'on ait 1 million de signatures, on est à 857 000, vous voyez, on n'est plus très loin. Donc, allez-y, faites circuler, parce que moi qui travaille avec des bureaux onusiens, ils me disent, on a besoin que la société civile demande, aucun politique n'agit sans la pression de la société civile, aucun. Donc même si on a un texte magnifique, même si on a des États qui sont prêts, comme la Bolivie d'ailleurs, à négocier en sous-main pour faire émerger ces textes, on a besoin que la société civile les appuie et montre que la conscience collective est en marche. Voilà. Merci.